Et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré aujourd'hui à la problématique de la limitation des mandats présidentiels en Afrique au lendemain du sommet qui s'est tenu du 2 au 4 octobre à Niamey. Sur cette question, toujours au cœur des dynamiques sociopolitiques sur le continent. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, honneur aux dames, Chantal Naré. Elle est membre de l'équipe de coordination de Africtiviste. Africtiviste, c'est bien cela? Africtiviste. Africtiviste, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir, Serge. Alors, Africtiviste, c'est la Ligue panafricaine des blogueurs et des activistes web pour la démocratie, dont vous êtes également, Chantal Naré, la représentante pour le Burkina. Il faut souligner que vous êtes blogueur, vous-même et que vous assurez en outre les charges d'advocate pour les droits de la femme et de l'enfant. Ça fait plusieurs casquettes. En deux mots, à quoi répond la création d'Africtiviste? Ok, merci Serge. Africtiviste, comme vous l'avez bien dit, est la Ligue panafricaine des blogueurs et des web activistes pour la démocratie. Donc, Afrique et activiste pour lier les deux noms, les deux thèmes pour faire la Ligue. Pourquoi Africtiviste? En novembre 2015, il y a eu le premier sommet qui s'est tenu à Dakar. À Dakar, oui, au Sénégal. L'idée était de réunir toutes ces personnes-là qui arrivaient à un certain moment de, de leur engagement, se sont d'abord rencontrés sur le plan virtuel pour essayer de soutenir certains combats tels qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu CIV en créant des hashtags, il y a eu CIV et 225 ans, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire pour soutenir les frères et sœurs ivoiriens. Ensuite, il y a eu aussi au Sénégal avec Sounou 2012. Et toutes ces personnes-là se sont dit arriver à un certain moment. Il y a eu aussi pour le Burkina en 2014. Vous avez vu, il y a eu tous Burkinabés, les activistes de tous les pays nous ont soutenus avec ce hashtag-là pour relayer la situation pour que au niveau mondial, au niveau africain, tout le monde puisse voir ce qui se passe au niveau du Burkina. Alors, c'est une structure, une plateforme qui a été créée en novembre 2015, vous l'avez dit, 2015 en vue officiellement, mais oui, sinon depuis 2012-2013, la Ligue existait déjà. existait. Une ligue qui a pour vocation de mettre en réseau tous les acteurs du changement en Afrique pour apporter des solutions concrètes et idoines aux problèmes majeurs qui freinent le développement démocratique et l'unité du continent. Les axes principaux d'intervention de Africtiviste, rappelons rapidement, c'est la démocratie participative, la bonne gouvernance, la transparence, notamment les données qui sont ouvertes, et puis la lutte contre la corruption, la culture de la paix, la cybersécurité. Chantal Naré, bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci beaucoup Serge. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Robert Youkbaré, il est donc maître assistant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Serge. Vous êtes docteur en droit public avec des spécialisations en droit communautaire et international, en droit constitutionnel, mais aussi en organisation administrative. Vous êtes également, monsieur Youkbaré, membre du conseil du laboratoire de droit public et de sciences publiques, de sciences politiques de l'université Ouagadougou. Parfois, on se perd un peu dans les systèmes, dans le contour des systèmes en Afrique. Alors, parfois on parle de régime présidentiel, de présidentialiste, de semi-présidentiel ou de parlementaire. En deux mots, quel est votre avis sur la question? Vous voyez, depuis... Merci, bon, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que si je dis oui à l'invitation, c'est parce que le sujet est vraiment pertinent. Et donc, c'est un honneur pour moi de prendre part à cette émission. Voilà, donc, oui, présidentialisme, semi-présidentialisme, parlementarisme, bon, ce sont autant de gros mots qui tentent d'appréhender la réalité de l'exercice du pouvoir en Afrique. Mais de façon générale, je veux dire, ce n'est pas mon point de vue. Ce qui émerge de l'eau, c'est le présidentialisme. Le présidentialisme, ça veut dire que l'essentiel du pouvoir d'État est détenu par le président, donc, qui exerce de façon plus ou moins absolue. Excusez-moi. On a vu un peu ce qui s'est passé avec notre homme fort, où tout
se décider en tout cas à un seul niveau. Voilà, à un seul niveau. Voilà. Donc, c'est ce qui a émergé de façon générale en Afrique. Je pense que ça traduit une certaine idée du pouvoir des Africains. Donc, même lorsqu'il y a un Premier ministre, hein, la réalité du pouvoir est détenue par le président. Exactement. Et donc, c'est un régime présidentialiste de fait. De fait ou même de droit. Ou même de droit. Voilà, la plupart, en tout cas en Afrique, ce sont des régimes présidentiels de droit, également de fait. Voilà. Régime présidentiel ou présidentialiste de fait et de droit. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et merci de suivre à présent le 88e numéro de votre émission Périscope. Niamey, la capitale du Niger, a abrité du 2 au 4 octobre dernier un sommet sur le constitutionnalisme et la limitation des mandats présidentiels en Afrique, initié par le National Democratic Institute, le NDI, et ses partenaires, notamment la Fondation Kofi Annan, Open Society Initiative for West Africa, c'est OSIWA, et le Africa Forum. Eh bien, ce sommet a enregistré la participation de plusieurs anciens chefs d'État et s'est achevé avec l'adoption d'une déclaration dite de Niamey en guise de plaidoyer en faveur de la limitation des mandats présidentiels sur le continent. Alors, Madame Chantal Naré, qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Cette initiative a été motivée par le NDI parce que, déjà, pourquoi le choix de Niamey? Parce que vous voyez bien que le président Issoufou Mahamadou est déjà presque à la fin de son mandat et il le dit, il a même dit dans son discours qu'il ne va plus briguer un troisième mandat. Il a rassuré la population sur la question. Donc, c'était un clin d'œil aussi pour dire qu'il faut que les présidents africains comprennent que la présidentielle ne peut pas être une fonction en mode CDI. On ne peut pas s'éterniser. C'est pas un contrat à durée indéterminée. C'est pas un contrat à durée indéterminée. Et il y a surtout une vie après la présidence. Donc, pourquoi une telle initiative? C'est que c'est une première parce qu'on s'est resté pendant longtemps tabou et personne n'osait parler de la limitation des mandats par rapport au président qui chaque fois essaie de tripatouiller les constitutions pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Chaque fois qu'ils arrivent, toujours il faut changer un article, une constitution pour pouvoir se maintenir plus de 2-3 fois, ou même on a vu chez nous, c'était la 5e fois que notre homme fort voulait encore rester au pouvoir après 27 ans. Quand vous parlez de notre homme fort, vous parlez de qui? Je veux parler du président Blaise Compaoré qui est resté pendant tout ce temps. Beaucoup d'entre nous l'ont connu quand on était jeunes et on a grandi, il était toujours au pouvoir. Moi, pour la petite histoire, je pense que c'était la première fois en 2015 que je partais voter. Et c'était comme si c'était une fête nationale pour moi de savoir que je vais rentrer et que je vais choisir un président que moi-même, peut-être, je voudrais voir au pouvoir. Et surtout de savoir qu'avec mon engagement, je peux suivre encore les promesses de ce président-là. Donc c'est pour casser la longévité voilà. Donc des chefs d'État que cette histoire de limitation a été introduite. Cette rencontre de Niamey visait à consolider la démocratie, le transfert pacifique du pouvoir sur le continent, notamment à travers le respect de la Constitution, de la limitation du nombre de mandats présidentiels actés dans la plupart des constitutions en Afrique. Mais vous êtes spécialiste de cette question-là. La démocratie passe-t-elle forcément par la limitation des mandats présidentiels? Merci pour la question. Et j'ai presque envie de reprendre une phrase prononcée par... je pense que vous allez reconnaître la personne. En février 2008 ou 2007, si je ne m'abuse. Alors, qui disait, donc c'est une phrase provocative, au sujet de la révision de l'article 37, donc, de la Constitution du Burkina Faso. Donc le président du parti dominant, je dirais même ultra dominant au pouvoir donc, de l'époque, disait, je le cite, que la limitation du pouvoir, ou du moins des mandats de président, est en principe, donc par principe, antidémocratique. Voilà. Donc c'est vous dire que
Vous faites allusion à l'ancien président de l'Assemblée nationale et du parti au pouvoir, aujourd'hui, président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Exactement, c'est bien lui. Voilà, donc il a dit, en réalité, par la suite, il s'est excusé, il s'en est excusé, mais je pense qu'il n'aurait pas dû s'excuser, parce qu'il aurait pu défendre sa position. J'ai bien revu la phrase, il a dit en principe. Donc, en principe, la longévité ne constitue pas un problème. Voilà. Mais c'est l'Afrique, c'est la manière dont le pouvoir est exercé en Afrique, et surtout la manière dont les élections sont organisées en Afrique. C'est ça qui fait que, évidemment, la question prend une autre ampleur. Sinon, si on prend des exemples, si vous me permettez, on prend des exemples, les pays scandinaves, les démocraties européennes telles que l'Allemagne. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels on se retrouve avec le même parti au pouvoir pendant longtemps. Pendant longtemps. Voilà. Et quand c'est le même parti, tant que le Premier ministre, enfin, parce que la plupart ce ne sont pas des régimes présidentiels, mais plutôt des régimes parlementaires. Voilà. C'est peut-être aussi ça qui fait la différence. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Donc, ce n'est pas la limitation qui fait la démocratie. Voilà. Ce n'est pas la limitation qui fait la démocratie. D'ailleurs, si on veut amener l'alternance à travers justement cette limitation du pouvoir, théoriquement, on peut dire que la limitation du pouvoir n'amène pas systématiquement l'alternance. Voilà. L'exemple, c'est on peut voir un parti tellement puissant, donc au-dessus, donc au-delà même des hommes qui animent, donc le parti peut être tellement puissant que il exerce le pouvoir pendant longtemps. Pendant longtemps, et l'alternance peut intervenir en son sein. Exactement, mais pas l'alternance au niveau, à la tête du pouvoir, de l'État. De l'État. Voilà. Donc, pour revenir à la question, oui, pour l'Afrique, la limitation des pouvoirs est une bonne chose. Elle amène plus de démocratie. Elle permet surtout de cultiver, on va dire, une certaine démocratie. Voilà. Mais ce n'est pas dans l'absolu que l'alternance, ou du moins la limitation des pouvoirs, oui, alors, amène... Madame Larrey, ce n'est pas dans l'absolu que la limitation des pouvoirs ou la limitation des mandats présidentiels cultive le sentiment démocratique ou fait progresser la démocratie dans un pays. Pourquoi faire tout un bruit autour de cette limitation alors? Parce que si vous remarquez bien, en Afrique, on se rend compte que la majorité des conflits, ce sont des conflits post-électoraux. Et comme il a dit dans son message, il disait qu'en Afrique, quand on voit comment les élections sont organisées, tout porte à croire que, en fait, quand le président arrive et tu sens déjà qu'il vient, mais avec l'ambition de s'éterniser, alors que la priorité aurait été de voir de quoi vraiment le peuple a besoin en termes de développement et fixer vraiment tous ces objectifs là-dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. On voit que tous nos conflits, tout ce sang qui verse, les populations qui sont la liberté d'expression, les populations qui n'arrivent plus à dire ce qu'ils pensent. Et même la pire des choses, c'est de voir même que pour rester au pouvoir, ils sont capables de mettre en place des forces, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas mettre en place tout un arsenal de forces pour tuer même les populations. Vous voyez déjà ce qui se passe en Guinée. Ouais. On parlera de la Guinée tout à l'heure. On parlera de la Guinée, mais cela veut dire aussi que dans tous les cas, les chefs d'État, c'est parce qu'au plan institutionnel, on a des problèmes d'organisation que cette limitation est devenue quasiment indispensable et essentielle. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt travailler sur les mécanismes d'organisation des élections afin que la crédibilité injectée dans ce secteur-là nous permette de nous dire aujourd'hui on est capable finalement de réguler cet aspect de la question dans les urnes plutôt que au travers d'un article dans la Constitution. Vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est le combat actuel pour limiter le nombre de mandats s'explique par le fait qu'on n'a plus confiance au mécanisme, au système
voilà, on a vu... je voudrais citer ici des études qui ont été faites respectivement par le Centre de gouvernance démocratique, donc depuis 2000, dans les années 2008, donc une étude sur l'alternance qui est encore d'actualité. Il y a également l'article du professeur Loada, qui était pionnier en la matière sur la limitation des mandats présidentiels en Afrique francophone. Et justement, ces études révèlent, ou du moins dégagent l'idée selon laquelle, justement, on a développé en Afrique un système, un mécanisme de captation du pouvoir. Tant et si bien que, bon, je ne voudrais pas citer ici certaines expressions parce qu'on risque de me taxer, mais tant et si bien que les pouvoirs en place parvenaient à s'accaparer, à finalement récupérer toutes les voix. On ne sait pas par quelle manière, et on doutait de la sincérité. On doutait de la sincérité quand on est à 91%, 98% des voix, on se demande bon, où se trouve la vérité. Où se trouve la vérité? En tout cas, les chefs d'État qui étaient présents à ce sommet à Niamey ont estimé que la limitation des mandats constitutionnels est essentielle en Afrique. Ils expliquent d'ailleurs pourquoi dans cet élément que je vous propose de suivre. It's very critical for heads of state to respect their constitution and keep term limits. That is the ideal globally. And any attempt to alter this has been a source of strife and crisis in Africa. Nous devons marcher au pas du monde parce que nous sommes dans un village planétaire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je suis là ici aujourd'hui pour que l'Afrique, la renaissance africaine devienne une réalité. Ça, c'est pour ça que nous sommes là. La démocratie étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien, il faut périodiquement donner l'opportunité à ce peuple-là de s'exprimer, de faire des choix libres et des choix conscients. We do not want a democracy that depends on only a few people. A democracy works well when all people have an opportunity to participate in it. And so if we have one individual becoming a leader for too long, that in a way diffuses the voice of majority of the people who, for example, would like to contest to become leaders in that country. Dans les pays où il n'y a pas cette limitation de mandat, on trouve qu'il y a des problèmes politiques parce qu'on a soit des clans, soit des individus qui se maintiennent au pouvoir et à un certain moment ils ne deviennent plus efficaces pour servir au peuple. Je pense que l'alternance politique est une des vertus de la démocratie. Donc une société doit pouvoir alterner assez régulièrement ses responsables au plus haut niveau de l'État. So it's important that we think of moving forward with our democracies in a way that ensures that our constitutions are respected. We don't tinker with them, especially doing so for selfish reasons. Pour que la renaissance africaine devienne une réalité, a notamment dit l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président du renouveau démocratique béninois de l'ère post-conférence nationale. Et l'on se rappelle que c'est justement au cours de cette toute première conférence nationale intervenue sur le continent africain, c'était en février 1990, que le principe de la limitation des mandats a été acté. Après des décennies de caporalisation de la vie politique par un seul camp politique, il était plus que temps d'ouvrir le champ politique à d'autres courants afin de favoriser l'alternance. Chantal Naré. Tout à fait. Tout à fait. Et excusez-moi, et lors de ce sommet, ce que les jeunes aussi, surtout la société civile, avaient déploré, c'était le fait que les présidents qui s'éternisaient au pouvoir ne donnaient pas l'opportunité d'un changement. Pour parler de leadership,
un seul président ne peut pas avoir tout le monopole ou avoir toutes les connaissances pour pouvoir diriger un pays. On s'est dit que 5 ans et 5 ans après sont suffisants pour que quand même un président qui vient avec, avec une vision claire pour son pays arrive à faire fonctionner ce pays-là. Je prends un exemple. Là-dessus, vous dites 5 ans et puis 5 ans après. Et justement, vous luttez contre un 3e mandat. Non, pourquoi contre un 3e mandat et pas contre un 2e ou pas contre autre chose? En fait, le problème, c'est que généralement, quand les présidents qui veulent s'éterniser disent toujours on n'a pas eu le temps de finir. Généralement, c'est ce qu'ils disent. On n'a pas eu le temps de finir, ok, prenez encore le temps 5 ans après, mais si après 5 ans, on n'arrive toujours pas à finir, il faut se poser des questions. Mais l'appétit vient en mangeant. Non. Le deuxième quinquennat, c'est le plat de résistance. En cherchant à manger, s'il faut verser des sangs ou asphyxier l'économie du pays, s'il vous plaît, je pense que quand même, il y a aussi la parole donnée. Quand on donne une parole, il faut la respecter. En venant, par exemple, le président, il te dit, je vais faire 5 ans, pas plus. Et après, on s'éternise, on pense que, comme je disais au début, c'est un contrat à durée indéterminée avec le pays. Non. Je pense qu'il faut donner l'opportunité aussi à d'autres personnes de pouvoir diriger aussi le pays avec une autre vision. Donc, c'est surtout pour ça qu'on insiste pour dire 2 mandats et pas plus. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'un président ne peut pas venir avec la vision de faire un seul mandat, il peut repartir. Voilà. Mais il ne faut pas dépasser... après les élections qu'on est élu. Si 5 ans après, le peuple dit on ne veut plus de ce président, qu'il accepte qu'on ne veut plus de lui. Qu'il accepte qu'on ne veut plus de lui. Donc cette affaire est très vite devenue la norme, après le Bénin donc. Et puis c'est la limitation des mandats partout, dans les constitutions, un quinquennat renouvelable une seule fois. Et donc, mais c'est un système qui a eu également ses détracteurs. Hein. On a assisté à des révisions constitutionnelles à n'en pas finir, ici et là, pour déverrouiller justement ce que certains ont considéré comme un maudit cadenas. Alors, quel rôle? D'abord, comment vous réagissez à ces révisions constitutionnelles à n'en pas finir qui ont justement remis en cause le bien fondé de cette limitation des mandats présidentiels? Oui, merci. Vous voyez, c'est une question, je dirais, éminemment politique. Voilà, parce que le juriste, malheureusement, il est un peu limité. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Kant qui appelle un peu le juriste à pratiquement ne pas réfléchir sur ce qui se passe. Bon, bref, pour vous dire que c'est une question politique et donc mes propos seront de nature plus ou moins politique. Je pense que c'est une question de pouvoir. C'est lié au sentiment des tenants du pouvoir qui peuvent encore rester là. Alors, parfois avec des chantres qui les font oublier la réalité. Voilà, c'est ça aussi le problème des Africains. C'est que, enfin, des présidents, parfois ils s'entourent de murailles, ce qui fait qu'ils n'entendent plus la voix du peuple. Et ils n'entendent que finalement l'écho de leurs chantres qui sont là, qui les empêchent, en fait, qui les empêchent de voir la réalité, donc qui les amènent à cultiver leur personnalité. Alors, je vais peut-être donner un exemple. Le président Kagame est actuellement en train de faire du beau travail. Voilà. Mais récemment, finalement, le pays, du moins la classe politique, a convenu d'ouvrir finalement la porte pour qu'il soit là encore jusqu'à plus de 10 ans. Exactement. Voilà, plus de 10 ans encore. Donc, vous voyez, c'est parce qu'on se dit, ah, il est en train de faire un si joli travail que ce serait triste de l'arrêter. C'est ça. Et j'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège. Parce qu'il gagnerait à partir lorsque tout est encore rose. Voilà. Bon, vous voyez, on est en train de... Mais on a déjà révisé la Constitution, il a renouvelé son bail. Donc, il est là encore pour 2 quinquennats au moins. J'espère qu'il ne fera pas les 2 quinquennats encore. J'espère pour lui. Vous l'espérez aussi, Chantal Naré? Je l'espère aussi. J'espère qu'il ne fera pas ces 2 quinquennats. Mais quelle raison aura-t-il de ne pas terminer le mandat pour lequel le peuple le réclame? Moi, je lui aurais posé la question si je suis en face de lui. Est-ce qu'il pense que le fait de ne pas être au pouvoir,
Il peut ne pas être au pouvoir, mais est-ce qu'il pense qu'il ne peut pas communiquer ce leadership-là à un jeune et pouvoir suivre lui pendant qu'il ne va pas mourir au pouvoir et pouvoir suivre lui pendant qu'il est en retrait, coacher cette personne-là pour que la personne puisse diriger le pays. Est-ce que ce n'est pas possible pour les mandats présidentiels ou pas? Puisqu'on voit ça, si le pouvoir, le mandat présidentiel est une fonction pour eux, je vois personne, vous ne resterez pas à Burkina 24 pendant 10 ans. Burkina 27, Info. Pardonnez, Burkina Info, je suis désolée. À Burkina Info pendant 25 ans, 27 ans, au même poste et être fier de vous. Non, je ne pense pas. Il faut avoir passer la main et puis changer. Il faut avoir des ambitions. Et les présidents qui étaient à ce sommet-là, nous ont promis que c'est possible. On l'a vu, le président Goodluck qui a sa fondation. Goodluck Jonathan du Nigeria. Du Nigeria, qui a sa fondation, qui fait du merveilleux boulot autour avec cette fondation-là. Et c'est possible pour n'importe quel président. On a vu bien d'autres qui ont partagé leur expérience, les témoignages de leur vie après la présidence. Alors justement, à Niamey, les chefs d'État qui étaient là, les anciens présidents, la société civile, donc les participants ont salué les progrès accomplis dans le cadre constitutionnel d'une grande majorité des pays africains. C'était au cours de ces 3 dernières années. Mais ils ont également relevé le fait que l'on assiste à un recul démocratique suite donc à ces modifications constitutionnelles intempestives qui ont supprimé le verrou de la limitation des mandats adopté lors du renouveau démocratique des années 1990. C'est le cas au Rwanda, c'est le cas au Burundi, c'est le cas au Congo, c'est le cas dans un certain nombre de pays. Que préconise donc, on reste avec vous, le sommet pour régler cette situation? Bon, après les mandats qui sont, les constitutions, pardon, qui sont déjà modifiées, qui ont été adoptées par les pays, aucun président ou aucune organisation de la société civile ne peut aller s'ingérer dans la vie politique des pays pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, faites tout pour que ça change. Mais c'est de quand même exhorter, continuer à faire le plaidoyer auprès de ces présidents-là, quand même pour que pendant leur mandat, ils puissent respecter au moins les engagements. Maintenant, pour les présidents qui n'ont pas encore, les pays qui n'ont pas encore modifié leur constitution, et pour lesquels le peuple lui-même est opposé, je pense que humblement, ces présidents-là devraient pouvoir accepter la volonté du peuple ou alors aller par voie référendaire et puis laisser le mandat et la constitution telle qu'elle est, faire leurs preuves et puis partir le plus simplement possible. Ouais, on vous dira qu'on a refusé ce référendum au Burkina, ce qui a entraîné une insurrection. On vous dira aussi que c'est le même peuple qui dit il fait du bon boulot, il faut rester, qui dit également ça suffit, il faut qu'il parte, n'est-ce pas? Oui, je pense que, au-delà des recommandations justement de ce sommet-là, la solution de mon point de vue réside dans le supranational. Alors, la CEDEAO avait initié ce processus qui malheureusement a été bloqué par le Togo. Donc, je pense qu'il faut dire les choses telles quelles. Et donc, le processus était enclenché et la CEDEAO était vraiment bien avancé, le projet, le texte était là. Pour une seule personne, vous voyez, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a perdu. Pour pouvoir maintenir un seul homme au pouvoir. Pourtant, il y avait un consensus à ce moment, au moment où le texte était sur la table, il y avait un consensus au niveau ouest-africain qu'il fallait cette limitation-là. Ouais. Donc, je pense effectivement, pour éclairer justement, c'est dans l'Ouest africain, il n'y a que le Togo qui vient d'ailleurs de réviser sa constitution et qui intègre cette fois-ci la limitation des mandats présidentiels, mais avec la possibilité pour l'actuel chef de l'État de se présenter à nouveau en 2020. Exactement. Voilà. Donc il y a également l'Union africaine qui a fait un travail inachevé avec la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui avait prévu, du moins qui a consacré le principe de l'alternance. Bon, le problème ou la limite justement du processus africain, c'est le fait de n'avoir pas donné un contenu à ce qu'on entend par alternance.
Voilà. On a dit ne pas modifier la Constitution de façon à mettre en péril le principe d'alternance, mais Oui. Le problème c'est que... Et les débats étaient là. C'est ça. Voilà. Il aurait suffi d'aller vraiment jusqu'au bout. Alors que pendant les périodes préparatoires, pendant la préparation de la charte, il était clairement question de limiter, enfin, disons la limitation des mandats présidentiels était visée. La limitation était visée, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé En tout jusqu'au cas, on ne peut pas non plus dire que tout a mal fonctionné sur le continent. Dans son ouvrage intitulé « Les partis politiques de l'opposition en Afrique, la quête du pouvoir », le fonctionnaire international Issaka Souaré indique que, je cite, entre 1990 et février 2018, 21 chefs d'État africains ont quitté le pouvoir après avoir épuisé leur mandat constitutionnel. C'est tout de même appréciable, Chantal Naré. Oui, tout à fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on cite l'exemple de certains hommes politiques et d'État qui étaient avec nous. On s'est dit, il y a une vie après la présidence et Afrique TV a même fait une étude dans le cadre de ce sommet sur les présidents africains, une vie après le pouvoir. Donc une étude sur 20 pays dans lesquels on a essayé de voir où il y avait les défis démocratiques. Et après, dans cette étude-là, on a fait ressortir aussi le fait que il y a eu quand même des présidents, on a vu le président ghanéen, on a vu ceux qui étaient avec nous, on a vu pas mal de présidents qui se sont retirés, mais qui continuent à influencer leur pays. Et nous, on s'est dit... À aucun moment, ils ne vous ont dit qu'ils ont regretté d'être partis? Non, du tout. Mais est-ce qu'ils on le n'a diraient? pas, même s'ils le disent, mais la façon dont ils sont partis, on peut savoir s'ils regrettent ou pas. Moi, je ne sais pas si le président nigérien aujourd'hui, il envie son homologue et président actuellement, je ne sais pas. Le pouvoir, pourquoi finalement? Puisqu'il arrive à impacter son pays, il arrive à influencer. Et au moins, l'autre avantage, c'est qu'il n'est pas... Il ne va pas prendre une autre nationalité ou bien il n'est pas recherché par la CPI ou je ne sais pas quelle autre... voilà. Ouais. Donc, il arrive quand même à fonctionner à circuler comme un citoyen lambda dans son propre pays. Alors, mon avis est que c'est déjà très important. C'est important. Sa liberté. Monsieur Youkbari, comment ça se fait que certains chefs d'État y arrivent et que d'autres s'entêtent et ne veulent pas partir, à l'image de Mamadou Tandja, il y a quelques années, qui s'est accroché au pouvoir au point de déclencher un coup d'État en 2010 pour qu'on balaye finalement son tazarché, c'est-à-dire la continuité. Oui, pourquoi? Vous voyez, vous avez utilisé une expression tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. Oui, certains y ont pris du coup et ne souhaitent plus, évidemment, se passer du caviar. Mais je pense que la différence se situe au niveau de la gestion du pouvoir. Voilà. On reconnaît qui a bien fait, qui n'a pas bien fait. Généralement, ceux qui ont géré correctement, de façon transparente, et qui ont poursuivi un idéal, n'ont aucun mal à partir. Oui. Quand on est sérieux, les projets de société, ça s'inscrit dans le temps. Exactement. Voilà, si on vient avec un programme... programme... Et puis il faut travailler pour les générations futures. Donc, je voulais même en arriver là, c'est l'institutionnel. Bon, quelqu'un avait dit qu'il faut en Afrique des hommes forts, mais je persiste, je signe, je suis d'avis du président, l'ancien président ghanéen qui disait qu'il faut des institutions fortes. De l'ancien président américain Barack Obama qui a dit donc qu'il fallait donc plutôt des institutions fortes. Oui, mais avant lui, Rawlings avait dit que lui, son ambition, c'était justement de mettre au Ghana des institutions tellement fortes, oui, en effet, que le diable lui-même ne peut plus, n'arrive plus à changer quoi que ce soit. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faut en Afrique. Parvenir à institutionnaliser la chose, c'est-à-dire la fonction présidentielle. Non plus voir la présidence comme finalement une fonction personnelle, ou du moins une propriété personnelle. Donc, en résumé, là se trouve la différence. Il y a ceux qui croient à la fonction et ceux, en réalité, qui viennent pour leur propre
intérêt, donc non pas pour l'intérêt, comme madame le disait, pour l'intérêt du peuple. Donc si vous avez bien géré, vous n'avez aucun problème à partir. Vous n'avez pas de difficulté à partir si vous avez bien géré. En tout cas, selon un état des lieux réalisé en 2017 par Issaka Souaré, nous avons 35 pays sur le continent qui limitent le nombre de mandats de leurs présidents. 12 pays africains n'ont aucune clause de limitation de mandat dans leur constitution, pendant que 6 pays ont aboli cette limitation du mandat de leur constitution. Il y a 2 pays, le Rwanda et le Congo, qui ont modifié leur constitution et la disposition sur la limitation du mandat, tandis que 4 pays ont aboli la clause limitative avant de la rétablir. Donc, que pensez-vous de cet état des lieux qui est un peu contrasté, mais qui montre bien que la plupart des pays ont indiqué clairement qu'il y a une limitation du nombre de mandats présidentiels? Oui, c'est un état des lieux, je veux dire, sérieux, réaliste. Donc ça reflète la réalité. C'est dire que ce n'est pas aussi catastrophique qu'on ne le pense. Mais je pense que le combat actuellement, c'est de parvenir à régler définitivement la question. C'est pour ça qu'on en parle. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est encore la règle. La règle n'est plus à ce niveau. Mais vous voyez, quand des pays qui ont servi d'exemple essayent de reculer, je parle, enfin, jusque-là, le président Condé n'a pas clairement dit que c'était ça son objectif. Mais si tel est le cas, ce serait regrettable. Parce que c'est l'un des pays qui avait clairement marqué des points dans ce domaine. Voilà, donc ce n'est plus donc, le décloisonnement ou la non-limitation n'est plus la règle. Donc ça, c'est la limitation qui est la règle. C'est la non-limitation qui est devenue l'exception. C'est devenu l'exception. Voilà. Mais le combat, c'est qu'on parvienne en Afrique à instaurer définitivement une bonne fois pour toutes. Peut-être que cela entraînerait une culture de la démocratie. Et peut-être ultérieurement, la question ne se posera même plus. Il y a des pays où il n'y a pas de limitation. Instaurer une culture de la démocratie en faisant en sorte que la limitation soit de fait, c'est également le combat des africtivistes, c'est également la vocation de ce sommet. Vous avez rencontré d'anciens chefs d'État là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit finalement? Monsieur Youkbari a évoqué tout de suite donc, le cas de la Guinée. On sait que là-bas, il y a des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre au sujet justement de cette révision constitutionnelle qui est annoncée. Comment vous voyez tout ça? C'est déplorable. En fait, quand je pense à ce qui se passe en Guinée, parce que hier, je suivais les événements, je voyais un peu comment on tuait les gens, on a vu des corps, on a des amis, on a des gens qui sont là-bas qu'on connaît. Et quand on voit ça et qu'on se dit, c'est juste pour un poste, on se rend compte que le problème de l'Afrique, c'est aussi ça, s'accrocher au pouvoir. Donc, il faut limiter le mandat. C'est déjà un début de solution. Oui, mais madame, pour autant, jusque-là, le président Alpha Condé n'a pas dit qu'il va briguer un 3e mandat. Mais pourquoi est-ce que pour autant réviser même déjà la Constitution? Mais pour la toiletter, pour l'améliorer, par exemple. Mais pourquoi toucher dans la Constitution? Pourquoi c'est le nombre de mandats qui est visé? Entre autres choses. Pour un président comme Alpha Condé, qui est arrivé démocratiquement au pouvoir, on s'est dit qu'il devrait comprendre que la Guinée a eu une histoire et que lui, il doit être celui qui, vu la façon dont il est arrivé, ne va pas, en tout cas, exposer la stabilité du pays. Mais là, le pays est dans un état vraiment déplorable. On voit ce qui se passe. On ne peut pas dire, oui, tout est beau en Guinée, c'est bon qu'on modifie un mandat, une constitution ou pas. Moi, franchement, je vois ça, je suis vraiment écœurée et je me dis, si vraiment Alpha Condé peut entendre la voix de l'Afrique, qu'il puisse essayer de se ressaisir, lui et ses gens, on a vu des déclarations graves à la télé. On a vu des déclarations graves par rapport à la population, par rapport à toutes ces exactions qui sont en train d'être faites sur des jeunes. On a vu même, si c'est confirmé, c'est encore grave, une note qui est sortie pour dire que le président, dans les jours à venir,
va suspendre toutes les organisations de la société civile qui se sont opposées à la révision de la Constitution. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui, on a dépassé ça, mais ça veut dire que 5 années pratiquement après octobre 2014 à Ouagadougou, les gens n'en ont pas tiré des leçons, ou alors ils se sont rendus compte que finalement, bon, c'est une situation burkinabé et que ça n'a rien à voir avec leur propre histoire. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas tirer des leçons de ce qui nous arrive à un point ou à un autre du continent, non? Oui, vous savez, les politiciens n'ont pas de mémoire. Rappelez-vous, Blaise Compaoré, à son temps, était médiateur, il était donc au temps fort. Il a même eu à dire à Tandja, à avertir Tandja par rapport à ses velléités de s'éterniser au pouvoir. Et on était surpris qu'il soit lui-même rattrapé par cet appétit. Donc, vous voyez, c'est comme si l'on pense toujours que le problème ne peut arriver qu'ailleurs et non pas chez soi. Donc, il y a un problème de mémoire, je pense, dans la tête des hommes politiques qui les font oublier que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a quelque chose qui les faut oublier que les mots. Vous avez rencontré donc à Niamey plusieurs anciens présidents. Il y a notamment l'ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Aujourd'hui, quand on regarde la situation au Bénin, des gens parlent là aussi de recul démocratique. Est-ce qu'il a abordé cette question-là et comment vous voyez la situation avec les dernières élections qui se sont organisées, les élections législatives du 28 avril? On estime que le Bénin, qui était l'un des exemples les plus achevés en matière d'alternance, ce qui ne lui enlève pas cette qualité d'alternance. Il y en a eu au moins, le Bénin a changé au moins 4 fois de président depuis 1990. Alors, comment est-ce qu'on voit tout ça? Ce recul, est-ce qu'il inquiète? Oui, c'est très inquiétant parce que on a tous suivi ce qui s'est passé pour les élections législatives. On était tous surpris de voir que il y a eu il y a eu un conflit post-électoral et on peut dire que ces élections législatives se sont faites sur un seul front. Ça veut dire que le monsieur, il est arrivé au pouvoir, il a décidé d'organiser des élections où il n'y a que lui seul, si je peux me permettre de dire, un griffe. La population s'est dit, bon, on n'est pas d'accord, tu es arrivé quand même après des élections transparentes, après des élections démocratiques, et quand tu viens, c'est pour modifier, d'abord il va modifier la Constitution. Bon, peut-être que pour le Bénin, c'est quelque chose qui pour eux est acceptable, n'est pas acceptable, mais tout compte fait, c'est le peuple après qui décide, c'est avec la volonté du peuple. Ensuite, il va augmenter les taxes sur Internet, il va faire des mécanismes qui mettent déjà en place. C'est des réformes qu'il entreprend pour moderniser le pays. Des réformes pourquoi? Pour développer le pays. Pour développer, pour moderniser. Pour museler les non, mais pour lui, c'est pour moderniser. Ah, mais pour lui, c'est pour moderniser. Non, c'est surtout pas ça, mais, à mon avis. Et puis, il a voulu introduire le mandat unique. Mais pourquoi, ça n'a pas passé. Pourquoi sur 7 ans? Non, sur 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup pour évaluer quelqu'un. Pour un mandat donc déjà, unique. c'est ça. 7 ans, c'est déjà beaucoup. Et le président Soglo a fait ressortir toutes ces choses-là. Si vous avez remarqué, un jour après le sommet, toute la presse béninoise ne parlait que de lui. Que de ça. Que de ça. Et je pense que même le dernier jour du sommet, le président béninois était à Niamey, je ne sais pas, peut-être pour un autre agenda. Et donc, toutes ces choses, on s'est dit, bon, le président a parlé, ça touchait peut-être la sensibilité de certaines personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui, mais il n'a pas hésité à rappeler qu'il dirait les choses telles qu'il le pense, et il a eu le courage de briser vraiment la glace et de dire ce qu'il pense par rapport à la gestion de telle ou telle chose. Alors, et pour encourager aussi les autres à vraiment aller dans... Voilà. Alors, mais très rapidement, cette élection législative et ce qui s'est produit, c'est la résultante de réformes, donc de textes de loi qui ont conduit à écrémer les partis politiques et donc le paysage, à tout bouleverser. Et il s'est trouvé que finalement, on n'avait plus de partis politiques d'opposition à cette compétition. Alors,
d'un côté, c'est légal, et de l'autre, c'est quoi? C'est politiquement incorrect. Politiquement incorrect. Donc la question qui se pose ici, c'est la question de la légitimité. Oui, donc je pense que là encore, sur le plan légal, comme vous l'avez dit, le président Talon n'avait rien à se reprocher. Voilà, c'est une réforme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, les mêmes acteurs donc, qui se sont fait prendre au piège. Je pense que les acteurs n'avaient pas compris jusqu'où cela pouvait les mener. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas vraiment donner une opinion sur le sujet, mais je vais dire simplement que tout le monde est coupable dans cette affaire. Donc, le président, il savait où il voulait amener le bateau, conduire le bateau, et l'opposition est coupable pour n'avoir pas anticipé. Pour n'avoir pas anticipé justement le piège vers lequel, évidemment, cette réforme que les députés eux-mêmes ont adoptée donc, pouvait le conduire. Ils auraient pu, je pense, saisir les autorités. Bon, puisque ils faisaient valoir qu'en réalité, c'est pour des questions administratives qui n'ont pas pu se conformer au nouveau dispositif. Mais je pense qu'il y a des institutions qui sont là pour ça. On peut saisir les juridictions administratives pour ça veut dire que les gens se sont laissés surprendre par le délai sans réagir. On a pensé justement avoir le peuple avec ça pour arrêter le processus. Bon, c'était un peu ça le piège tendu. Donc ils auraient dû voir ça et anticiper. Et anticiper, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, on l'a dit, l'appétit vient en mangeant. Les chefs d'État n'aiment pas partir. Ils font des pieds et des mains pour réviser la constitution de leur pays. À Niamey, certains participants au sommet sur le constitutionnalisme se sont prononcés sur la question. Ils se sont prononcés sur la question où ils ont plutôt donné des conseils avisés, j'imagine, aux chefs d'État, aux tenants du pouvoir. Je vous prie de les écouter. Je leur conseillerais tout simplement de faire leur propre examen de conscience et d'écouter leur peuple. We must be a bit careful in that respect. There is always this fear that African leaders will want to extend their term limits. La seule chose que moi, en tant que citoyenne, en tant qu'activiste, je peux leur demander, c'est de leur demander de partir maintenant, de respecter la jeunesse africaine. On a d'autres priorités, mais surtout qu'ils sachent qu'il y a une vie après la présidence. What I would say to such leaders is, if they're not able to transit power to other citizens, first it means they're not respecting other citizens. Two, it means they failed in their work because they can't be in power for too long. Ces dirigeants africains doivent savoir qu'ils sont des mandataires et que le peuple est mandant. Je pense que nos pays ont besoin de stabilité, ont besoin de paix. Et les modifications des constitutions sont l'un des facteurs de déstabilisation parce que cela pose des problèmes, bien entendu, au niveau des partis politiques, au niveau des populations, au niveau des institutions, au niveau de la société civile. I think our leaders need to be cognizant of the fact that if you cannot institutionalize a process and ensure that there is regularity in elections and changing of leaders, you really do not build legacies. Aux États-Unis, Washington pouvait effectivement rester, il a dit non, 2 mandats. Et ça fonctionne. Pourquoi ne pas? Il n'y a aucune honte. Si quelque chose marche, à le copier, c'est tout. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une vie après la présidence. Dites-vous, Chantal Naré, dans cet élément, comment fait-on pour rassurer les chefs d'État qui hésitent encore à s'inscrire dans cette dynamique? Je pense que dans la déclaration qu'on a présentée aux Africains, on avait demandé aussi, en fait, c'était une des questions aussi, une des recommandations, c'est de pouvoir faciliter les transferts, des transferts pacifiques,
et surtout aussi de pouvoir aider les chefs d'État à se reconvertir. Mettre en place peut-être des mécanismes pour les aider à comprendre cela. Mais déjà, nous, c'est de commencer avec l'aide de ceux qui ont réussi à faire des plaidoyers pour qu'ils comprennent que c'est possible, parce qu'il y a d'autres qui pensent que c'est pas possible. Il y a aussi à côté de ça ceux qui peuvent pas quitter le pouvoir, parce que après, s'ils abandonnent le pouvoir, ils sont poursuivis par la justice et tout ça. Donc c'est pas peut-être évident, mais déjà s'ils comprennent que quand je viens au pouvoir, c'est pour partir, comme il le disait M. Youk Barré, ils doivent comprendre en même temps que la façon dont je vais gérer le pays peut me poursuivre. C'est ça. Dans chaque entreprise, il y a une audit à la fin d'année. Donc, à la fin de son mandat présidentiel, il faut qu'il comprenne qu'il aura cette sorte d'audit-là et que pour cela, il faut que je gère bien. Il faut que je gère bien, il faut que je me comporte bien pour pouvoir bien partir afin de bénéficier ensuite des lauriers de mon départ. Mais ce n'est pas faute d'avoir pensé à la vie de nos gouvernants après la présidence. La fondation Mo Ibrahim a initié depuis 2007 le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique. Ce prix met en avant, et je cite, le travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable d'un ancien chef d'État ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne qui a quitté ses fonctions au cours des 3 dernières années. Fin de citation. Ce prix est assorti d'ailleurs d'une très belle cagnotte de 5 millions de dollars ainsi que d'une pension annuelle à vie de 200 000 dollars doublée si l'ancien dirigeant fonde une œuvre caritative. Comment peut-on encore aider les chefs d'État à bien se comporter en amont pour pouvoir bien partir par la suite? C'est une belle initiative, non? Très beau, et je pense que même sans ce prix, les anciens chefs n'ont pas de problème de trésorerie. Ce n'est pas ça le problème. Je pense qu'en réalité, la limitation des mandats, du nombre de mandats, est la solution pour mener une belle vie après. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est à force de rester longtemps dans une chose, on finit par s'identifier à la chose. Et donc, on n'arrive pas à imaginer autre chose. Mais si l'on occupe le poste en sachant que c'est provisoire, c'est temporaire, c'est compté, on prépare l'après. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est une dialectique, c'est un cercle vicieux. Si on limite les mandats, la vie après devient plus aisée, devient plus facile. Ouais. On a vu dans certains pays des anciens chefs d'État qui se baladent tranquillement dans les rues, qui peuvent aller ici et là et s'exprimer. Mais pourtant, après 4 années au cours desquelles ce prix Mo Ibrahim a salué le travail de l'œuvre du Mozambicain Joaquim Chissano, qui en fut d'ailleurs le premier lauréat en 2007, il a été suivi du Botswanais Fetius Mogae, c'était en 2008. Il a fallu attendre 2011 pour primer le Cap-Verdien Pedro Pires, nouveau passage à vide ensuite, jusqu'en 2014, avec le sac du Namibien Hifikepunye et Pohamba. Et le dernier, en date, c'est une femme. Elle s'appelle Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, qui a été récompensée en 2017. Pourquoi? Ça sera le mot de la fin pour vous, Chantal Naré. Pourquoi ne se bouscule-t-on pas au portillon de ce prix? C'est pour ça que nous avons décidé, après la fin de ce sommet, de faire une vaste campagne de plaidoyer, non seulement en direction de toute la jeunesse africaine, pour aider les présidents à comprendre qu'il y a une vie après le président, après la présidence. On va pas arrêter de répéter ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Afrique TV, et je salue tous mes frères Afrique TV qui peut-être vont suivre cette émission, c'est pour ça qu'Afrique TV essaie de plutôt militer pour la co-construction. Nous ne devons pas être en marge de la gestion de nos pays. Comment on peut aider nos présidents, nos dirigeants à comprendre qu'eux, ils sont peut-être à la tête du pouvoir, mais nous, on a aussi des compétences pour les aider avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a comme nouveau
on peut les aider à pour mieux les gérer, accompagner à mieux gérer toute cette histoire. Surtout, on a le droit en tant que citoyen de participer à cette gestion. Alors, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, et pour Mo Ibrahim, qui est donc l'initiateur de ce prix, je le cite, « Trop de chefs d'État africains se croient irremplaçables ». Fin de citation. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment on fait pour qu'ils ne se sentent pas irremplaçables? L'institutionnalisation. Je pense que je n'en dirai pas plus. Il faut avoir des institutions fortes auxquelles vont adhérer les populations. Voilà. Je pense que le jour où le pouvoir d'État sera véritablement institutionnalisé en Afrique et que les Africains se seront appropriés justement cela, la question ne se posera plus. La question ne se posera plus. Il nous faut construire des institutions fortes, plus fortes ces institutions-là que les hommes, afin que ces hommes s'inscrivent dans la dynamique de cette limitation et travaillent à gérer une vie après la présidence. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 88, qui recevait pour vous Chantal Naré, elle est membre de l'équipe de coordination Afrique TViste. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Robert Yougbaré, maître assistant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, Serge. C'est Clarisse Benao, que je remercie, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope. Elle était appuyée de Aïda Sankara au son. Ibrahim Soro était sur les caméras. Fidel Kaboré au synthé et au prompteur et Idrissa Diallo à la diffusion. Mes invités et moi-même avons été maquillés par Nouriatou Ouedraogo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité à cette émission. Mais prenons continuellement soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.